Alexandre, salut, bienvenue dans les coulisses du Web3. Salut Gary, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu es notamment cofondateur de Blockchain Partner. Alors, on reviendra dessus, qui a été un cabinet de conseil spécialisé dans la blockchain et crypto qui a été racheté il y a quelques années par KPMG. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et on reviendra ensuite sur ton parcours avant de parler de sujets d'actualité qui te tiennent à cœur. Oui, alors assez brièvement, moi j'ai fondé une entreprise qui s'appelait Blockchain France au départ en 2015. J'étais encore étudiant en année de césure. J'ai découvert le sujet crypto d'abord par Ethereum en 2015 parce que je faisais un stage dans un cabinet de conseil en moyens de paiement innovants qui s'appelle Asana Consulting. Et donc on avait des sujets de paiement sans contact, carte bleue, etc. Et puis dans les paiements innovants, il se trouve qu'en juillet-août 2015, c'était la sortie d'Ethereum. Donc en fait, quand je me suis intéressé à ce sujet-là, dans ce cadre-là, il y avait pas mal d'articles sur le sujet Ethereum en général. Et donc j'ai creusé à l'époque, ça parlait beaucoup de blockchain, d'Ethereum, de trucs comme ça. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'en ai parlé à des amis en leur disant, mais il y a un manque flagrant en français, en fait, tout simplement. Quand on tape blockchain sur Google, il y avait zéro résultat en français. Et donc on a fondé Blockchain France, qui au départ voulait un site d'information, tout simplement. On faisait au départ des traductions d'articles anglais, puis après on s'est mis à faire nos propres articles. Et puis on a transformé ça en une conférence où on a eu beaucoup de succès, beaucoup de demandes. Et puis donc on a transformé ça petit à petit en une entreprise qui faisait de la formation et du conseil. Et on a travaillé très rapidement avec deux autres personnes qui sont Adrien Lafuma et Mir Dutemps, qui avaient fondé une autre boîte qui s'appelait Labo Blockchain. Et donc, eux étaient la partie ingénierie, donc ils faisaient du développement et de l'ingénierie. Et en fait, au bout d'un moment, à travailler tout le temps ensemble, on a fini par fusionner les entreprises. Donc, il y avait Blockchain France avec Claire, Antoine et Clément de notre côté sur la partie business, et Labo Blockchain sur la partie ingénierie avec Adrien et Emilien. Maxime nous a rejoint assez rapidement pour prendre la partie ingénierie, et après, il est monté au capital. Et donc, on a été 7 associés, puis 5 parce qu'Adrien et Emilien sont partis rapidement. Donc 5 associés jusqu'en 2021. À ce moment-là, on a été donc racheté par KPMG, qui donc nous a acquis après le Covid. On était une équipe d'une quinzaine, une vingtaine de personnes. Et puis évidemment, eux, c'était pour monter une activité blockchain et crypto dans un monde où la demande sur le sujet allait croissant chez leurs clients. Et puis nous, évidemment, il y avait un intérêt commercial là-dedans, à pouvoir passer à prochaine échelle. Et puis, évidemment, le réseau commercial de KPMG, les synergies avec les autres départements de KPMG semblaient assez évidentes sur le papier. Et donc, pour terminer le parcours, donc, j'ai été directeur de la partie blockchain et crypto chez KPMG de 2021 jusqu'à 2023. Et depuis le 1er juin, je suis maintenant indépendant. Et donc, je fais de l'expertise, du conseil, des conférences, des choses comme ça, avant peut-être de trouver un nouveau challenge. We shall see. Donc ça, c'est sur la partie business. Et puis rapidement, j'ai aussi, dès 2016, fondé la Chain Tech, qui était une association qui est l'ancêtre de l'ADAN. L'ADAN étant l'association pour le développement des actifs numériques. Et donc, en fait, de 2016 à 2019-2020, j'étais président de l'association des professionnels français sur le sujet crypto. Et donc, j'ai beaucoup contribué ou en tout cas travaillé sur les sujets d'encadrement réglementaire, fiscaux, comptables, etc., etc. Et donc, depuis, c'est devenu l'ADAN en 2020 avec Simon et Faustine, surtout Faustine qui est restée présidente depuis. Et donc, maintenant, je n'en suis plus membre et n'étant plus une personne morale. Mais je continue de suivre ces sujets d'encadrement de très près. Hyper clair. Pour venir déjà sur le consulting en blockchain et crypto, concrètement, est-ce que tu peux donner peut-être des cas d'usage que tu as eu d'ailleurs pendant ton expérience avec Blockchain Partner, puis au sein de KPMG. Mais voilà, c'est quoi concrètement du consulting en crypto? Est-ce que tu peux donner peut-être quelques cas d'usage que tu as? Ouais, alors, peut-être déjà un préambule, c'est que le consulting crypto, il est malheureusement très contraint parce que le marché est capable d'entendre. Par exemple, si on reprend dans mes vidéos, je pense que dès 2016, alors moi, je suis rentré dans la blockchain, comme je le disais, pas du tout par Bitcoin au départ. Je suis rentré par Ethereum et par la blockchain, on va dire, le terme qui ne veut pas dire grand-chose. Mais assez rapidement, je pense à partir de 2016, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, une blockchain sans incitation monétaire, ça ne servait pas à grand-chose. Et puis j'ai creusé, et puis finalement, je me suis forgé une conviction plus forte sur Bitcoin. Et je crois qu'en 2016, j'ai déjà un TEDx où je parle de Bitcoin plus particulièrement. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, personne ne veut entendre parler de Bitcoin. C'est absolument tabou. J'ai eu des fois où je parlais de Bitcoin en conférence et les gens se levaient pour me dire: vous arrêtez maintenant, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler de blockchain.
Donc Ouais. c'était un peu l'ambiance générale à l'époque. Donc en fait, ce préambule étant dit, si on veut survivre en tant que boîte de conseil crypto, malheureusement, on a un hard cap, on a un plafond sur ce qu'on peut dire et ce qu'on peut conseiller en fonction de ce que les clients sont disposés à entendre. Alors, on a toujours globalement mis un point d'honneur à ne pas non plus aller dans l'autre extrême qui serait de s'en foutre complètement, de faire du scam toute la journée, etc. Mais du coup, on était contraints et on essayait d'orienter les gens vers la crypto, les blockchains publiques, le Web3, comme on l'appelle maintenant, et Bitcoin. Mais on était obligé de passer par des étapes de formation, de faire un POC sur une blockchain privée, etc. etc. Donc, la réponse à ta question, pourquoi je fais ce préambule? Parce que la réponse, elle a énormément évolué ces dernières années. C'est-à-dire que faire du consulting crypto en 2016, déjà, c'est pas du consulting crypto parce que si tu dis crypto, tu n'as pas de compte en banque, ta boîte n'existe pas et on t'achète pas de prestations. Donc, c'est du consulting blockchain. Et ce que ça veut dire, c'est soit la partie business, c'est de la formation, des ateliers, trouver des cas d'usage, faire de l'idéation, d'expérimentation, etc. Soit de l'ingénierie, du développement. Et là, ça va être en fait faire qu'on appelle des blockchains privées ou publiques d'ailleurs. Nous, assez rapidement, on a essayé quand même d'arrêter ces trucs qui étaient les blockchains privées parce que ça ne fonctionne pas. Tout simplement, mais ça voulait dire, enfin, ça veut dire testnet en réalité. Ça veut dire blockchain privée, c'est comme une blockchain publique, c'est juste qu'elle est en testnet, en version, là je le dis en version un peu simplifiée. Et donc du coup, quand il y avait des entreprises ou des gens qui voulaient expérimenter sur ces sujets-là, plutôt que de créer des applications décentralisées sur une blockchain publique, ils voulaient toujours réinventer la roue et dire non, non, on va faire notre propre blockchain, ça va être formidable. Et donc avant de pouvoir faire des smart contracts, il fallait d'abord refaire une blockchain, tout en leur disant qu'une blockchain où ils sont tout seuls, ça ne sert à rien. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on leur a dit, on leur a dit, puis c'est eux qui prennent la mission. Donc ça, c'était il y a quelques années. On a assez rapidement essayé d'évoluer vers une majorité de non-blockchain privés. Je pense que dès 2019 ou 2018, on faisait déjà une majorité de public. Mais c'était pas sans se couper d'une partie du marché. Il y a beaucoup de gens auxquels on a dit non, tout simplement. Et puis voilà, ils sont allés chez des concurrents qui ont mon état d'âme sur le sujet. Là, par exemple, si je prends maintenant ce que c'était devenu chez KPMG quand j'y étais encore, c'est-à-dire il y a quelques mois, ça a complètement évolué. Là, c'est complètement différent. Une mission, ça peut être, je vais prendre plusieurs exemples récents qu'on a pu faire chez KPMG, mais ça peut être aussi bien la direction financière d'un groupe du CAC 40 qui a une équipe qui a fait un NFT et qui se pose des questions sur comment les comptabiliser, les mettre au bilan, les gérer tout simplement. Donc ça veut dire mettre un portefeuille multisignature, prévoir des processus de révocation de clés pour la direction financière, etc. etc. Donc là, on est carrément, c'est plus du tout sur on va réinventer la roue et faire de la blockchain privée. Ça peut être aussi tout simplement aider l'équipe à trouver un cas d'usage pour mettre en place un NFT s'il y a besoin, que ce soit de la fidélité client, de l'art, des choses comme ça. Et puis ça peut être aussi, chez KPMG, ça pouvait être en fait une mission KPMG classique appliquée à l'industrie crypto, typiquement le commissariat aux comptes. Les boîtes crypto ne sont pas des boîtes différentes des autres, elles ont besoin de commissaire aux comptes, elles ont besoin de comptabilité, mais c'est sûr que quand elles gèrent des cryptos sur un silo StarkEx, le commissaire aux comptes tout à fait normalement constitué peut parfaitement répondre qu'il n'y comprend rien et qu'il ne sait pas comptabiliser tout ça. Donc nous, notre objectif, c'était de faire en sorte qu'on puisse répondre à tout ça. Et puis, il y avait peut-être un angle qui, moi, m'intéressait pas mal, qui était l'angle stratégie. C'est-à-dire, tu prends une direction stratégie ou une direction exécutive d'une banque française. En fait, à un moment donné, ils sont obligés de se rendre à l'évidence que leurs clients partent, qu'ils ont envie d'acheter des cryptos qu'ils n'en trouvent pas dans leur banque. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que banque, par exemple? Alors, ça peut être en tant que banque, mais en tant qu'autre chose. Mais prenons l'exemple d'une banque. Ça va être la tokenisation, ça va être proposer à l'achat et à la vente des cryptos. Ça va être évidemment, du coup, avoir des prestataires derrière pour s'assurer du sérieux de tel ou tel projet, pour ne pas se retrouver à proposer des scams à la vente sur une banque réputée. Donc tout ça, c'est des choses qu'on faisait. C'est à très 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 large comme périmètre d'activité et ça a beaucoup évolué, surtout ces dernières années. On est passé de blockchain privé à ICO chelou à on va aider les gens à faire de la self-custody et c'est plus intéressant. Par rapport pour revenir sur les blockchains privées, comment t'expliques au début cet engouement pour les blockchains privées? Parce que c'était peut-être je sais pas, un manque de connaissance du marché ou à ce moment-là, les blockchains privées étaient perçues différemment? Non, c'est une question de tabou. C'est une question de... En fait, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément plus générique qui est une question culturelle, c'est-à-dire que de la même façon que les années 90 ont vu beaucoup de gens dire l'intranet c'est super, on va refaire un intranet chez nous plutôt que d'aller sur Internet, on a un peu le même réflexe défensif qui s'est mis en place avec des gens qui ont dit
c'est intéressant la blockchain, mais les cryptos non, parce que c'est tabou, c'est le terrorisme et c'est la pédophilie, donc on ne veut pas y toucher. Parfois, certains étaient conscients que c'était débile ce qu'ils racontaient, mais comme il y avait des problèmes d'image, en fait, ça peut être tout à fait justifié, même si c'est faux, de ne pas faire de public, parce que tu lances un projet blockchain public ou crypto, en fait, le lendemain, c'est ce qui s'est passé avec un éditeur français de jeux vidéo très connu, qui voilà, ont été peut-être un peu plus ambitieux que d'autres et un peu plus tôt que d'autres sur les sujets crypto. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu des joueurs qui leur ont dit voilà, c'est la pédophilie, vous êtes en train de faire rentrer l'argent dans le jeu vidéo, etc. Alors qu'évidemment, ils sont tous en train d'acheter des skins sur Fortnite, mais ça, bien sûr, ils ne le disent pas. Mais donc, il y avait vraiment ce côté, même si c'est faux, on prend un risque réputationnel non négligeable à aller sur le sujet crypto. Et puis le deuxième point, c'était qu'il y avait je pense que c'est difficilement qualifiable autrement que de propagande en réalité. Bon, le mot peut-être un peu fort, mais toute l'industrie financière, en particulier tout ce qui est banque centrale et institutions financières, y est allé de son énorme propagande pour bien faire dire des trucs faux, du genre ça finance le terrorisme, etc., ou ça détruit l'environnement, envoyé depuis un iPhone en train de prendre un avion. Enfin bon, il y avait vraiment une dichotomie complète et totale entre ce que représentaient les cryptos et ce que ces personnes-là voulaient en faire croire. Et donc ça a beaucoup ralenti l'adoption. Je fais une toute petite parenthèse parce que c'est un sujet français qui n'est pas que sur le sujet des cryptos. On a eu la même chose sur les fintechs. C'est-à-dire que sur les fintechs, tous ceux qui nous écoutent et qui utilisent des fintechs, voire qui ont créé des fintechs, il faut savoir que les premières fintechs, c'est début des années 2010, voire fin des années 2000, et qu'elles n'ont à peine pu émerger qu'en faisant plus ou moins des choses pirates en France, qu'à partir des années fin 2010. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, si vous voulez avoir accès... Pardon. Si vous voulez avoir accès aux données financières en France, bah, il faut demander à une banque. Donc en fait, la banque n'a aucun intérêt à donner des données financières, donc elle s'est protégée. Elle a dit d'abord que les données des clients, c'était les siennes, ce qui est faux. Mais il a fallu 5 ans pour mettre le RGPD en place et dire qu'en fait, non, c'était les données des clients. Ensuite, la loi les a obligés à mettre en place des API. Elles ont dit OK, elles ont pris 5 ans pour le faire, mais au bout de 5 ans, elles ont fait, mais il n'y avait pas d'obligation de fonctionnalité sur les API, donc elles ne marchent pas, c'est pas grave. Donc il y a plein de fintech en France. Voilà, c'est un truc que je répète assez souvent, mais on est le pays qui a inventé la carte à puce, on a le prix du mégaoctet le moins cher d'Europe, on a les meilleures infrastructures numériques, on a les plus grandes banques d'Europe, et en termes de classement des fintech, on est derrière la Roumanie vers la dernière place, quoi. Donc c'est pas que crypto, c'est que le marché bancaire français en particulier est un oligopole, il n'y a que 4 ou 5 banques et c'est tout. Et donc en fait, c'est assez facile pour elles de ralentir la concurrence. Ce faisant, elles s'achètent 5 ou 6 ans de tranquillité. Le prix à payer étant que du coup, il n'y a pas d'écosystème français, mais bon, ça, elles s'en foutent un peu. C'est pas leur sujet. Alors c'est vrai que pour revenir sur les fintech, avec les nouvelles normes DSP2, hein, donc Là, on passe à DSP3 maintenant, mais voilà, et où on a vraiment une apéisation des banques. Effectivement, la question se pose moins, enfin, il y a moins ces problématiques-là, mais elles se sont posées effectivement pendant des années. mais enfin, pardon, je te coupe la parole, mais elle se pose moins, on est en 2023. Hein. Ouais. Oui, il y a eu, voilà. Il y a encore 2 mois a été proposée la DSP3 pour résoudre le problème de la fonctionnalité des API. Le fait qu'elles ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que combien de fintech ont accès aux données de leurs clients, mais pas le dimanche à partir de 18h. Le mardi, ça ne fonctionne pas. Et comment tu peux construire un business model là-dessus? Tu ne peux pas. Donc, en fait, tu ne le fais pas. Donc, ce qui se passe, c'est que ça fait 15 ans que, notamment les banques françaises, mais c'est en Europe, donc c'est pas que les banques françaises là-dessus, mais les banques françaises sont particulièrement puissantes en Europe, en fait, empêchent toute la concurrence. Ce qui fait que, en tant que Français, la probabilité que tu utilises un Robinhood, un Revolut, etc., plutôt qu'un Lydia, en fait, est élevée. Et bon, Lydia, après, il y a une question de monétisation, un autre sujet encore, mais en tout cas, les fintechs étrangères sont plus fortes en France que ne le sont. De mémoire, on n'a que 2 licornes fintech en France, et c'est pas complètement innocent, c'est les 2 qui n'ont pas besoin d'accéder aux données bancaires. Ouais, excellent. Ouais, non, carrément, tu fais très bien de le rappeler. Toi, justement, à partir du moment où tu es arrivé chez KPMG jusqu'à ton départ, est-ce que tu as vu en interne une évolution de la manière où la blockchain, les cryptos étaient perçus? Oui, bien sûr. Comment c'était d'ailleurs à ton arrivée? Comment c'était à ton départ? Est-ce que c'est devenu plus cool? KPMG, c'est une grosse organisation, donc ce serait difficile de dire que c'était monolithique et que telle personne pensait ça, mais il y avait mécaniquement, à partir du moment où il y a des gens qui ont souhaité faire l'acquisition de Blockchain Partners, c'est que, en plus, nous, on n'avait pas caché ce qu'on pensait et la philosophie qu'on portait, donc ça veut dire qu'il y avait quand même des gens
au sein de KPMG qui étaient en faveur de ce qu'on disait, qui pensaient que c'était une vraie opportunité business à long terme de se positionner sur un secteur porteur et, pour utiliser un terme un peu galvaudé, mais disruptif entre guillemets. Mais le problème, c'est que ces personnes-là ne sont pas les seules à décider dans un groupe de 10 000 personnes. Donc forcément, dans le tas, il y avait aussi des gens où quand on est arrivé, ils nous ont dit formidable, on va pouvoir faire de la supply chain, traçabilité, blockchain privée. Et on a été obligé de dire non, en fait, on ne fera pas ça. Mais ça a été une lutte politique interne. Et puis, nous, on a fait ce pourquoi on était qualifiés, en fait, tout simplement. Et on a essayé de développer le business sans toucher à ces trucs-là. Mais c'est très difficile. Alors, c'est pas du tout un sujet KPMG là que je dis ici, mais de manière générale, je trouve que l'industrie du conseil est devenue malheureusement prisonnière de ses clients. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus incitée à dire ce que le client veut entendre plutôt que ce qu'il doit entendre. Et donc, c'est pas un sujet KPMG, mais beaucoup de consultants, en fait, se demandent d'abord ce que le client veut entendre et ensuite ils ajustent leur discours par rapport à ça, plutôt que de venir avec des convictions et une expertise pour dire non, en fait, là, il y a un truc, oui, c'est pas ce que vous pensez, oui, ça va vous faire mal, mais je suis désolé, c'est ce qu'il faut que vous entendiez, quoi, parce que là, votre business, il va être touché. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que le client, finalement, qu'est-ce qu'il cherche? C'est du biais de confirmation, c'est-à-dire Bien sûr. il souhaite en gros entendre ce qu'il a envie C'est pour ça que je dis que c'est pas que c'est pas KPMG, parce que KPMG est loin d'être le premier touché par ça, c'est même peut-être un des derniers touchés par ça. Mais je pense en particulier à des cabinets de strat où une partie substantielle des missions qui sont commandées à de la strat sont en réalité là pour mettre un sceau avec une marque sur une décision qui a déjà été prise. Ouais. Donc c'est pas le c'est c'est pas comment dire. J'avais des gens qui me demandaient ce que je pensais du conseil en strat, et moi je pense qu'en tant qu'individu, quand on y va, ça doit être stimulant très fort, parce que les sujets s'enchaînent, il y a une très grosse diversité, on est entouré de gens qui sont très bien câblés, ça va très vite, donc c'est très stimulant. Par contre, il faut avoir en tête que je pense, je dis ça à la louche, mais je pense que moins de 10% de ce qu'on fait en tant que travail, en tant que consultant en strat, finit par être implémenté. Le reste, c'est rapport sous une table ou valide une décision qui a déjà été prise. Et j'imagine que ça va être tellement frustrant en tant que consultant, justement, d'avoir bossé. Nous, on a essayé de le faire différemment. Donc, voilà. Mais bon, comme d'habitude, je vais pas. Il y a forcément ce genre de biais. S'il s'applique à toute l'industrie, je ne vais pas dire que nous, on est immunisé complètement. Ouais. Mais c'est une question de volonté du management aussi. Parce que pour revenir un peu sur le consulting, c'est-à-dire que finalement, il y a, corrige-moi si je me trompe, mais j'imagine deux phases. Donc la phase un peu de recommandation, puis après la phase d'exécution. Vous étiez amené à faire ces deux phases-là. Nous, alors, il y a bien même, je vais dire plus de phases que ça, mais en version simple, on peut garder ces deux-là. Nous, au départ, Blockchain France, on était plutôt sur la partie business, donc sur la partie conception, idéation, etc. On faisait beaucoup moins de déclinaisons opérationnelles, je réitère, parce qu'en fait, ça marche pas, blockchain privé. Donc, nous, il y avait d'ailleurs une partie des recommandations qu'on faisait régulièrement, c'était de dire arrêtez tout, en fait. Là, vous perdez de l'argent, ça sert à rien. J'ai fait un talk aussi, on m'avait demandé d'intervenir au Mexique pour une très grande conférence, il devait y avoir 1000 personnes dans la salle, etc., sur les sujets de traçabilité, supply chain, blockchain, etc. Et moi, je leur ai dit, mais en fait, ne mettez pas d'argent dedans, en fait. Ça ne sert à rien. Et j'espère que ceux qui m'ont écouté se souviennent de moi. Mais effectivement, le problème, c'est que je disais ça à ce moment-là en tant qu'indépendant. Donc moi, en tant qu'indépendant, comme je sais que ça ne va pas marcher, je leur dis ce que je pense. Mais en tant que peu importe le cabinet de conseil, supposons que j'ai une branche qui fait de l'exécution, effectivement, en fait, je suis incité à dire que ça va marcher. Parce que sinon, je ne le vends pas derrière. Non. Oh, pardon, je m'étouffe un petit peu là. Pas de souci. C'est la chaleur. J'ai dit que tu allais me tuer. Oui, alors pour la petite anecdote, j'ai demandé à Alexandre de retirer son ventilo, donc le pauvre, il fait très chaud en ce moment, c'est la canicule. Donc oui, nous, on se positionnait au départ plus sur la partie conception business, mais la fusion avec Labo Blockchain nous a permis d'avoir aussi la partie opérationnelle développement. Et chez KPMG, on a gardé des ingénieurs, mais on s'est vraiment positionné sur la conception, donc sur architecture, ingénierie, expertise. Mais moins, on faisait pas du développement, quoi. Ok, très clair. D'ailleurs, c'est intéressant pour revenir sur ton talk au Mexique. Tu disais justement que pour toi, ça n'a pas de sens d'utiliser la blockchain pour faire de la traçabilité. Est-ce que tu veux un peu développer justement ta thèse sur le sujet? Après, c'est ce que j'ai constaté, hein. Je dis pas que j'ai la vérité révélée, mais le problème, c'est que
tu vas avoir une première bifurcation de choix. C'est-à-dire, on va te dire, fais de la blockchain pour la traçabilité. Pourquoi? Parce qu'il faut tracer je sais pas, des palettes, peu importe, on s'en fout. Première question qui va se poser, c'est privé ou public, la blockchain. Si c'est public, les informations sont transparentes. Donc, tu donnes toutes les informations sur ta supply chain à tes concurrents. Si c'est public, tu vas avoir la problématique des frais de transaction. Chaque transaction coûte, etc. etc. Bon, je ne fais pas faire tout le truc, mais en règle générale, assez rapidement, tu dis, bon, bah, public, ça va être compliqué. Du coup, tu prends privé. Et si tu prends privé, se pose la question de quelles sont les règles de ta blockchain privée et à quoi elle sert. Et le problème, c'est que très souvent, ça se termine avec un seul nœud hosté par IBM et qu'ils font tout sur ton truc. D'ailleurs, je reprends une phrase alors je sais plus comment il s'appelle, mais de la personne qui était Head of Cloud de chez IBM qui disait que pour 1 euro de blockchain, ils vendaient 10 euros de cloud. Le but de la branche blockchain d'IBM n'était pas de vendre de la blockchain, c'était de vendre du cloud. Donc eux, ça les intéressait beaucoup que les gens fassent de la blockchain privée puisque tu les hostes où tes nœuds chez eux. Mais après, que ça marche ou pas, c'est pas leur sujet. Donc maintenant, je parle avec un peu de recul. Tous les projets de supply chain, machin, ils sont tous arrêtés ou on n'entend plus parler parce que ça ne fonctionne pas. Donc sur cette partie de blockchain privée, en fait, rapidement, tu vas avoir la question, c'est si tu es tout seul, ça sert à rien. Si tu es à plusieurs, c'est quoi les droits qu'ils ont? Et donc là, tu vas te reposer les mêmes questions. Supposons que je suis Carrefour, je veux faire rentrer un autre distributeur, je veux faire rentrer Walmart sur ma blockchain. Est-ce que moi, Carrefour, j'ai envie de donner l'information à Walmart sur tout ce que je fais en temps réel avec tous mes fournisseurs partout dans le monde? Non, j'ai pas envie. Donc, on se retrouvait dans des discussions un peu lunaires. Alors, vous allez faire une blockchain privée, mais si possible avec obfuscation des transactions et si possible avec chacun son nœud. Et si possible, chacun n'aurait dans son nœud que les transactions qui le concernent. Et là, mais en fait, ça s'appelle un serveur. Ouais, c'est du cloud caché, quoi. Voilà, exactement. Et donc, pour l'anecdote, j'avais aussi fait, alors c'est pas de la traçabilité, mais on avait lancé un projet d'affacturage avec plusieurs groupes bancaires. Assez rapidement, les équipes métiers qui étaient dans le projet, ils avaient parfaitement conscience de ce qui se passait et ils nous disaient, mais en fait, nous, ça fait 20 ans qu'on demande un budget standardisé, les normes techniques sur notre affacturage. On l'a jamais eu. Et on dit blockchain, boum, le budget était bloqué. Mais ils savaient parfaitement que c'était pas de la blockchain et qu'ils s'en fichaient complètement. Et je leur en veux pas, puisque eux, leur but, c'est de standardiser. Ils s'en foutent que de savoir que c'est de la blockchain ou une autre techno. C'est pas leur sujet. Donc sur la partie supply chain, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait plusieurs fournisseurs qui arrivent à se mettre d'accord sur la mise en place d'une gouvernance distribuée au niveau mondial sur une technologie dont le but est que ça fonctionne pas très bien, puisque quand même le but d'une blockchain, c'est d'être résilient et pas efficient. Le tout en pouvant cacher les informations tout en sachant que même les métadonnées peuvent être des informations. Alors, on a eu le cas sur quelqu'un qui nous disait oui, mais en fait, même si on masque les montants des transactions et la date, savoir le nombre de transactions, c'est déjà une information. Donc, est-ce qu'on peut aussi cacher le nombre de transactions? En fait, ça ne peut qu'aboutir qu'à ça, la discussion. Et donc, malheureusement, on a perdu effectivement des centaines de millions d'euros là-dedans, dans des investissements qui n'ont aucun sens. Alors qu'en fait, d'un point de vue conceptuel, il faut revenir au premier truc, qui est que s'il n'y a pas d'incitation économique à venir sécuriser le réseau, il y a quelqu'un qui va devoir prendre en charge la sécurité de ce réseau. Donc, dans le consortium qui gère cette blockchain-là, forcément, s'il prend en charge la sécurité du réseau, il va avoir envie d'avoir des droits supplémentaires. Parce que moi, je ne paye pas plus pour que mon concurrent il ait un avantage concurrentiel. Donc, ça tournait en rond et ça n'en est jamais sorti de ce truc-là. Et bon, j'espère qu'on en sortira le plus vite possible. Je continue de voir des gens qui disent que ça fonctionne la blockchain privée, ce qui est quand même terrible. Ouais, mais c'est marrant, ouais, ça montre bien que la blockchain n'est pas non plus la solution à tout. Tout à l'heure, tu parlais d'ICO aussi chelou. Alors, vous, c'est marrant, enfin, c'est intéressant parce que vous êtes lancé, il me semble, Blockchain Partner, ça a été lancé en 2017, c'est ça? Ça a été, disons que comme c'est l'héritier de Blockchain France, c'est plutôt 2015, mais la fusion a eu lieu en 2017. Et du coup, comment ça s'est passé après le bear market? Est-ce que j'imagine que vous avez une baisse significative d'activité? Est-ce que vous avez quand même des projets pendant ce bear Sur market? le ICO, oui, on a eu une baisse significative. Sur le reste, non. On a eu une stagnation, on va dire. Mais on avait un business model qui était moins. En fait, nous, notre client, c'était les départements innovation, voire les DSI, voire une fois qu'on a commencé à avancer dans le temps, on est monté sur de l'exécutif ou de la stratégie. Et en fait, c'était moins corrélé. Si tu veux, c'est pas comme un Coinbase où s'il y a moins 50% sur le prix, ils font moins 50% sur le volume. Nous, s'il y a moins 50% sur le prix, comme il y a une inertie chez les grands groupes et qu'en plus, à cette époque-là, ils ne voulaient certainement pas dire que c'était lié aux crypto-monnaies, en fait, il y avait toujours une demande pour aller essayer des blockchains, essayer même des sujets connexes. Nous, on faisait de la R&D sur des sujets comme les Zero Knowledge Proof, etc.
Et donc, on se servait de cette R&D pour faire des projets. Certains étaient très intéressants d'ailleurs. On a l'impression que j'ai fait que des trucs qui servent à rien depuis, depuis 6-7 ans, mais c'est pas vrai. Il y en avait qui étaient intéressants en termes d'obfuscation d'identité, de confidentialité, etc. Donc voilà, on a quand même, disons que l'inertie a compensé la baisse du marché et ça nous a donné une forme de stagnation jusqu'au Covid. L'année Covid a été une année vraiment catastrophique, bon, comme beaucoup de gens. Mais en dehors de ça, on a globalement stagné sur notre chiffre d'affaires. Ok. Et d'ailleurs, bon, c'est vrai que le marché n'est pas ce qu'il était, enfin, c'est aujourd'hui ce qu'il était avant, mais vous avez justement, quand vous travailliez à l'époque pour des ICO, est-ce que vous faisiez une due diligence sur ICO ou c'était un peu compliqué? Et, est-ce que, je sais pas, vous avez des projets pour lesquels vous avez regretté d'avoir travaillé On dirait oui, mais du coup, j'en parlerai pas. Mais en fait, la quasi-totalité, non, vraiment, je pense qu'on doit être à 95%, 98% des ICO qui venaient nous voir. En fait, au début, on leur disait tout de suite, mais votre truc est sans queue ni tête, donc arrêtez tout de suite, quoi. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc très con, hein, c'est que ça ne les empêchait pas de faire leur projet. Donc, on leur disait, mais votre truc n'a aucun sens. Ils disaient, bah, très bien, je vais faire le tour des beaux potes des cabinets de conseil jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me dise, c'est super intéressant ce que vous faites. Et lui, par contre, hop, on va lui dépenser 300 000 balles pour faire des smart contracts et 200 000 balles pour faire de la gestion de communauté et 100 000 balles pour... Mais à la fin, enfin, les ICO en 2018, si vous n'avez pas 1 million d'euros, il ne fallait pas en lancer, quoi. Donc ça coûtait extrêmement cher. Et nous, on leur disait, comme des naïfs peut-être, je sais pas, mais au début, mais en fait, là, voilà, on a regardé 30 secondes votre white paper, ça n'a aucun sens. Donc ne faites pas ça. D'autant qu'il y en a qui avaient annoncé la couleur directe, c'est-à-dire, bonjour, je suis un projet qui veut faire ça, les VC n'ont pas voulu mettre d'argent, du coup, je fais une ICO. C'est pas comme ça qu'on réfléchit, quoi. Bref. Donc ensuite, une fois qu'on a vu que c'était comme ça, on a un petit peu réfléchi, on s'est dit, c'est con de pas monétiser ce truc-là. Et donc, en fait, on a simplement monétisé notre avis. Donc, c'est-à-dire que la quasi-totalité, on ne disait pas non. On leur disait, bah, si vous nous payez une étude stratégique sur votre ICO, on pourra vous dire ce qu'on en pense. Et on facturait quelques milliers d'euros. Et on leur disait, ça n'a aucun sens. Mais donc, au moins, on facturait quelques milliers d'euros pour leur dire que ça n'avait aucun sens. Après, s'ils continuaient de vouloir aller voir à droite, à gauche pour je sais pas quoi, pour continuer de faire leur projet, etc., libre à eux. Mais au moins, ils avaient eu un truc pour lequel on avait passé du temps. On pouvait justifier que c'était pas juste 30 secondes à regarder white paper. C'est voilà, on a mobilisé un expert, il a regardé votre truc, il a regardé le modèle d'émission de token, il a regardé la concurrence, et ça n'a pas de sens. Voilà, donc ça c'est pour 98% des projets. Après c'est toujours la même chose, hein. S'il nous demande c'est quoi, est-ce qu'il faut faire une ICO? Non, votre projet n'a pas de sens. Oui, mais je veux quand même le faire. J'ai beaucoup d'argent et je vous demande un smart contract là-dessus. Oui, mais moi j'ai pas envie d'être prestataire technique, en tout cas partenaire technique de votre truc. Ok, vous n'êtes pas partenaire, mais on vous paye juste pour délivrer un smart contract qui fait les fonctionnalités ABC. Bah, ok, oui, on le fait, mais on vous a dit que ça servait à rien, etc. Donc ça, c'est pour ça que je te dis que 90%, c'est qu'il y en avait de moi une ou deux, je ne sais plus, mais bon, ça doit être dans cet endroit-là, pour lequel, à la fin, on a quand même fait le développement du smart contract, mais tout en mettant des warnings partout, en disant, nous ne sommes pas partenaires de cette ICO, on a fait le smart contract, point à la ligne. Voilà. Mais donc, on a essayé de se protéger. C'est toujours en business, je pense que c'est une forme d'équilibre à trouver. C'est que si on a si on est candide et qu'on a la naïveté de vouloir faire l'idéalisme partout, bah en fait, on ferme boutique en 2 mois. Et donc, il faut trouver la bonne intersection entre porter ses convictions et le faire avec beaucoup de conviction, ce qui est normal pour porter des convictions. Bref, mais par contre, il faut savoir aussi saisir les opportunités une fois qu'elles nous tombent dans la bouche. Et donc ça, c'est pour ça que une fois qu'on a mis les barrières, voilà, les trucs sur le chemin pour dire c'est pas nous, c'est pas notre faute, on a pris une assurance, on a pris tout ce qu'on veut, bah en fait, à la fin, ce serait con de cracher sur de l'argent, quoi. Ouais, clairement. Même en bear market, c'est des salaires à payer, quoi. C'est clair. Ouais, non, il faut que tu dis, c'est un bon équilibre voilà, d'être droit dans tes bottes tout en faisant un peu du chiffre. Et tout à l'heure, tu parlais, il y a quand même j'imagine qu'il y en a plein, des projets que tu as portés qui étaient vraiment intéressants. Est-ce que peut-être tu as un ou deux projets à citer où tu t'es dit, waouh, ces projets sont quand même très cool, que tu as accompagné Malheureusement, je peux pas en citer énormément parce que effectivement, ceux qui sont intéressants, ils sont sous NDA, donc Oui. je peux pas en dire grand-chose. Yes. Mais comme je disais, il y a eu des projets. Enfin, les projets de R&D étaient intéressants globalement. On avait fait alors un qui est pas sous NDA, mais qu'on avait commencé à travailler. C'était un truc qu'on avait fait avec la métropole de Lyon de mémoire. Où on avait utilisé du ZKP pour faire de la validation de conditions d'accès à des avantages du genre, par exemple, tu vas au parking.
Le parking est gratuit si tu es en covoiturage ou si tu es en situation de handicap. Sauf que tu n'as pas spécialement envie de dire au moment où tu rentres dans le parking, bonjour, je suis en situation de handicap, monsieur le parking, est-ce que vous pouvez m'ouvrir? Donc en fait, on avait fait une solution AZKP qui permettait de prouver que tu validais bien une condition de gratuité du parking, mais sans dire laquelle. Ok. Bon, ça, c'est des trucs intéressants, mais qui relèvent pas de. Voilà, ça faisait pas 90% de notre chiffre d'affaires, hein. Donc, il y en a eu quelques-unes comme ça. Et après, chez KPMG, globalement, on a fait pas mal d'accompagnement sur des directions financières, comme je le disais, ou de l'exécutif bancaire. Le plus frustrant étant que très souvent, on a eu des échanges avec les équipes stratégie, que certains d'ailleurs sont convaincus par ce qu'on raconte et en interne font de l'évangélisation, mais comme il reste cet aspect tabou, en fait, ils n'ont pas les mains libres. On avait fait par exemple un appel d'offres sur de la stratégie pour une direction stratégique d'une banque. Et quand on avait fait la soutenance et le dialogue après, ils nous avaient dit oui, bah, c'est très intéressant, on partage votre avis sur les MNBC, on partage votre avis sur la tokenisation, on partage votre avis, etc. Sachant que les MNBC, moi je disais vraiment, c'est au mieux, ça n'existe pas, quoi. Et au pire, ça existe, c'est ce truc-là, il faut pas que ça sorte. Et de toute façon, c'est pas dans l'intérêt des banques commerciales, puisque ça veut dire des intermédiations des banques commerciales. Donc moi, je peux me mettre 30 secondes dans les pieds d'une banque, j'ai pas envie que ça sorte, ce truc. Voilà, donc je leur disais tout ça, ils me disaient oui, je suis d'accord, mais comme MNBC c'est politique et que c'est un lien avec la BCE, on peut pas dire ça. Donc on va prendre votre concurrent qui dit ce que la BCE veut entendre. Voilà. Ouais, je vois. Et ça, c'est au niveau de la stratégie. Ils n'ont pas les mains complètement libres. Globalement, le management, j'aurais dit ce que j'ai dit avant, hein, il sait ce qu'il veut entendre, donc il prend quelqu'un pour valider ce qu'il veut entendre. Ouais, c'est le dur loi du consulting, j'imagine. Ah, je pense pas que ce soit complètement irréversible. J'ai plaisir à penser que fut un temps, quelqu'un qui est un bon expert n'était pas quelqu'un qui dit ce qu'on veut entendre. Mais bon, peut-être que je me trompe. Et LNBC, hein, donc on parle bien de monnaie de banque centrale. Mhm. Par rapport au rachat de KPMG, c'est vous qui les avez approchés, c'est eux qui vous ont approché, vous étiez en contact avec d'autres cabinets de conseil C'est nous qui les avons approchés parce qu'en fait, à partir de 2019, mi-2019, on a fait la réflexion stratégique sur notre boîte, tout simplement, de dire qu'on allait atteindre un plafond assez rapidement. Je vais en version un peu caricaturale, mais pour expliciter un peu la réflexion, c'est que entre 2015 et 2019, 2020, globalement, nous, on n'a pas dépensé. Je crois que notre premier commercial doit être arrivé en 2018. Avant ça, on n'a fait que de l'entrant. Donc, on faisait beaucoup de contenu. On était sur des conférences, dans des médias, etc. Mais on faisait pas de commercial à proprement parler. On faisait pas de call calling, on faisait pas de mail, on faisait rien. Et en fait, tout ça, il y avait une raison, alors que j'explicite à travers un exemple, mais la raison, c'est pas cet exemple-là, hein, c'est plus large que ça, mais c'est que typiquement, quand tu es une entreprise disons 2017, et que tu t'intéresses au sujet crypto ou blockchain, ce qui se passe en règle générale, c'est que tu appelles ton cabinet de conseil habituel, en fait. C'est-à-dire que la plupart des boîtes, des grosses entreprises, elles ont une ligne chez BCG, une ligne chez KPMG, une ligne chez whatever, et puis ils appellent le pote, qui très souvent d'ailleurs eux-mêmes sont issus de cette bourse-là, en disant bon bah voilà, il y a ce sujet-là qui émerge, qu'est-ce que t'en penses? Et là, la chance était de notre côté à ce moment-là, parce que à cette époque-là, c'était encore socialement dévalorisé de s'intéresser aux cryptos. Donc en fait, dans ce milieu-là, en règle générale, la personne qui appelle et qui disait bah, qu'est-ce que t'en penses, il y avait une chance non négligeable pour que la personne en face réponde ah c'est de la merde, t'y intéresses pas, de toute façon c'est le crypto c'est terroriste. Et donc en fait cette personne se retrouvait nue parce qu'elle raccrochait le téléphone, elle n'avait pas avancé. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Blockchain sur Google, et nous on était le premier résultat. Donc forcément on avait beaucoup de leads de cette façon-là. Je dis pas que c'est la seule façon, encore une fois je l'explicite par un exemple, c'est qu'on avait une place pour émerger en tant que cabinet de conseil indépendant en France. Alors que normalement, en France, le pays étant sclérosé comme il est, émerger sur un secteur comme le conseil, sans cheveux blancs, sans carnet d'adresse, sans rien sur un sujet de niche, normalement, ça n'existe pas. Mais là, sur ce sujet-là, comme c'était un sujet qui était moqué par la plupart des grosses structures, en fait, on a eu cette petite niche dans laquelle on a pu s'introduire et donc faire du consulting. À partir de 2019-2020, en fait, le vent tourne. C'est-à-dire que la quasi-totalité de ces cabinets, même s'ils n'ont toujours pas de compétences sur le sujet blockchain, ont compris que c'était con de répondre que c'était de la merde. Donc du coup, ils gardaient le client. Et donc de plus en plus, on avait des gens, non pas chez le client, mais chez des cabinets de conseil, qui nous envoyaient des messages pour dire on a vendu une mission à tel endroit, on ne sait pas la faire, est-ce que vous voulez faire l'affaire avec nous?
Et donc, en fait, on se retrouvait intermédiaire. Nous, on avait de moins en moins de liens avec les clients finaux qui, non seulement passaient par leur cabinet de conseil traditionnel, mais en plus se mettaient de plus en plus à vouloir des projets non blockchain. Alors, qu'est-ce que j'entends par non blockchain? C'est pas qu'il n'y a pas de blockchain, mais c'est plutôt qu'en 2017, on voulait un projet blockchain, peu importe à quoi ça sert, on veut de la blockchain. Vers 2019, 2020, 2021, on a commencé à évoluer vers je veux un projet pour mon métier. Et dedans, il y aura de la blockchain. Et donc, en fait, moi, si on me demande ça de côté bancaire, bon, je ne suis pas expert bancaire. Donc, maîtriser l'ensemble des rouages du système bancaire, en fait, il y a des gens qui sont experts chez KPMG qui font ça depuis des dizaines d'années. Et donc, nous, on a commencé à avoir cette réflexion stratégique de se dire, en fait, si on ne s'associe pas avec un plus gros cabinet maintenant, on va être condamné à stagner puis à mourir parce qu'on va tranquillement être mis sur la touche au fur et à mesure que notre service en indépendant fera de moins en moins sens. Donc, on a eu cette réflexion-là et on s'est dit, on va amorcer un processus de vente et on a contacté plein de gens, dont KPMG. Et après, voilà, l'histoire a retenu KPMG, mais on a été en discussion avec d'autres. D'accord. Et les autres, ça n'a pas matché pour des raisons, parce que ça a bien matché avec KPMG ou vous n'étiez pas aligné, je sais pas, en termes de valeur ou d'autres sujets avec les autres cabinets de conseil? Il y a eu de tout. Il y a eu des gens où dès le départ, on a dit non parce qu'effectivement, alors ils avaient le mérite d'être cash, hein, mais ils nous disaient dès le départ, nous on vous intègre pour avoir la marque blockchain, mais enfin, soyons honnêtes, ça fera pas une BU, donc voilà, vous travaillerez sur autre chose, quoi. Donc on leur a dit, du coup non, en fait. Il y en a d'autres, ouais, c'était une question de fit. Les questions budgétaires arrivaient plus ou moins à la fin dans les priorités. Mais oui, dans les shortlists sélectionnés à la fin, globalement, c'était des gens avec qui on s'entendait bien. Ok. Et pour avoir un ordre de grandeur, ça a pris à peu près combien de temps pour... Énormément de temps, mais c'est biaisé parce qu'il y a le Covid au milieu. Ah ouais, ok. Le process en entier, si je pars de la décision d'amorcer le process jusqu'à la vente, c'est 2 ans, à peu près. Ok. Alors que normalement, un process comme ça, en 8 mois, c'est fait. Ça marche. Et c'est quoi l'impression générale quand tu passes d'une petite entité ou limite avec tes potes à finalement un grand groupe Ce qu'on peut s'attendre, hein, il y a les positifs et les négatifs. C'est que, alors, côté positif et surtout en sortie de Covid, euh, c'était de ne plus avoir, comment le dire, je souhaite à personne de vivre un Covid en tant qu'entrepreneur. Voilà, vraiment avoir l'activité qui diminue, pas savoir si on va payer le salaire, si on va devoir fermer la boîte, etc. C'est pas très simple. Et donc cette pression autour en fait, si on arrête de travailler, il se passe plus rien, quoi. Chose qui n'est pas le cas dans les grands groupes et qui a son pendant mauvais, c'est qu'il y a une déresponsabilisation très forte. Mais dans les grands groupes, si moi j'arrête de travailler, la boîte elle continue de tourner, hein, il n'y a pas de problème particulier. Donc au moins on avait plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et qui nous a causé, alors j'allais dire des cheveux blancs, mais bon, on constatera que c'est difficile pour moi, mais en tout cas qui nous a causé du stress. Donc ça, le fait d'être plus tranquille en général était plutôt positif. Le fait de pouvoir avoir accès à un pool de compétences très important était utile aussi. Le fait d'avoir accès à un réseau international était utile. Voilà, donc il y avait plein de points utiles. Et dans les points plus difficiles à vivre, c'est que c'est une grosse structure. Donc pour l'anecdote, avant de rentrer chez KPMG, on avait conceptualisé avec mes chers associés les 100 jours, hein, un peu comme Napoléon. Même si Napoléon, ça s'est terminé par Waterloo. Et donc on s'était dit, en fait, on a 100 jours pour imprimer notre rythme et pour changer les choses, parce que sinon on va être avalé par la machine. Mais c'était bien prétentieux de croire qu'on ne serait pas avalé par la machine au bout de 2 semaines. Donc c'est en fait, nous on avait un métrique en interne qui était que quand on avait une demande, il fallait qu'une propale sorte en 2 jours. Autant dire que 2 jours, c'est le temps pour faire une demande d'acceptation client chez KPMG. Donc ça ne marche pas. Donc forcément, ça nous a mis un coup, on a dû se réorganiser, on a dû repenser les process, le temps s'allonge beaucoup. Et donc c'est sûr que quand on a l'habitude depuis 5 ans ou 6 ans ou 7 ans de dire en fait là j'ai une conviction, c'est là qu'on va aller, on y va très vite parce que en fait notre seul avantage compétitif c'est qu'on est plus agile que le voisin. En fait c'est complètement oublié, on n'a pas cette possibilité là quand on est dans un gros cabinet, d'autant plus quand on est soumis à des process légaux parce que KPMG est commissaire aux comptes, donc typiquement on a des contraintes en termes d'indépendance, on ne peut pas travailler avec un client audit par exemple. Donc si KPMG est auditeur d'une boîte,
En fait, on n'a pas le droit de travailler avec, puisqu'on ne peut pas être consultant et auditeur, sinon on vérifierait notre propre travail. Voilà, c'est un peu générique, mais globalement, ce que les gens pourraient en attendre, c'est voilà, on a plus on a plus de sécurité, on a plus d'impact, ou en tout cas de taille d'action, mais c'est au prix d'une agilité évidemment qui diminue. Et quand vous les avez rejoints, j'imagine qu'il y avait une durée minimum où vous pouviez partir quand vous vouliez. Ouais, parce que avant, c'est associé. Ça relève des détails confidentiels. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, je comprends. En tout cas, voilà, toi, tu es parti assez récemment. Ce que tu disais, c'est que maintenant, tu fais du consulting à titre individuel. Disons que moi, je suis parti en juin. Donc, en juin, j'ai fait ce que je voulais faire depuis un certain temps, c'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit sur plein de sujets différents, sur l'environnement, sur les médias, bref, plein de sujets qu'on peut retrouver sur mon LinkedIn ou mon Medium. Et ensuite, je me suis posé la question de effectivement qu'est-ce que je veux faire. Donc, je ne dirais pas que je suis consultant indépendant au sens où voilà, j'ai remonté une boîte et je suis parti pour 3 ans de ça. C'est aujourd'hui ma valeur sur le marché. Je pense que c'est que je suis un très bon conférencier, un très bon pédagogue, un très bon formateur. Donc, j'essaye d'en faire une activité qui me permet de vivre. Mais voilà, est-ce que c'est ce que je veux faire ad vitam? Je ne sais pas. C'est pour ça que je disais en attendant d'une opportunité s'il y en a. J'ai aussi d'autres projets qui n'ont rien à voir avec les cryptos. Je suis en train d'écrire une comédie musicale, par exemple, donc ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, pour l'instant, je suis encore dans une phase de transition et je ne sais pas encore trop où je vais, mais c'est pas un drame. Ok. Et non, mais parlons peut-être effectivement de tes convictions, parce que je tombais sur plusieurs éléments intéressants. Donc le premier, c'était ton interview à Surfing Bitcoin avec Joanne Ducoin, où tu parlais vraiment de sujets d'actualité. Hein. Tu parlais d'autosuffisance concernant les ressources, la finitude des ressources, de sujets vraiment intéressants. Tu faisais le parallélisme avec Bitcoin et voilà, que le Bitcoin, c'est une monnaie avec une rareté, contrairement à l'euro qui est imprimé sans plafond. On peut revenir là-dessus et aussi revenir sur une interview que j'ai vue passer il n'y a pas longtemps, enfin, que via ton biais sur LinkedIn, j'avais vu parce que tu l'as. T'as fait une réponse à cette interview du média Blast, où il y avait une journaliste qui présentait finalement son livre qui s'appelait No Crypto, que je pourrais mettre d'ailleurs l'interview en lien de ce podcast, mais bon, qui faisait vraiment balayait d'un revers de main les cryptos, c'est de la merde. C'est pas tout à fait vrai. C'est ça qui est intéressant avec Nastasia, Nastasia Djadji, donc qui est la journaliste qui a publié ce bouquin en tant que elle ne l'a pas publié sous la plume d'un journaliste, hein, elle l'a fait en tant qu'autrice. C'est qu'elle est plus subtile que ça. Elle n'arrive pas pour dire tout ça c'est de la merde, ne regardez pas. Chose que d'autres se permettent et qui sont voilà. Bon, bref. Mais par contre, effectivement, c'est pas parce que c'est plus subtil que ça n'en est pas moins faux. Je me suis déjà exprimé effectivement un certain nombre de fois sur le sujet, mais il y a beaucoup de problèmes dans sa position. Le premier étant qu'elle ne définit pas ce dont elle parle. Et donc, c'est assez. Je ne sais pas si c'est fait de manière exprès, et dans ce cas-là, c'est fallacieux, ou si c'est juste une erreur, mais il y a beaucoup de fois où elle va dire bah voilà, il y a des gens, ils font des scams avec des projets qui lèvent de l'argent, et en fait, les gens perdent de l'argent, virgule, donc Bitcoin. Mais quel est le lien, en fait, entre les deux idées? Le seul lien, c'est si tu fais un gros gloubi-boulga qui s'appelle la crypto. Voilà, ça n'a aucun sens de faire ce truc-là. Je dis souvent, dans la vie réelle, personne ne dit les actifs. En fait, personne ne fait une analyse dans laquelle il met dans le même sac de l'immobilier et une œuvre d'art. Alors que la crypto, en fait, c'est juste pour dire c'est un actif crypto. Mais dans le tas, tu as des NFT, tu as des œuvres d'art, tu as des tokens immobiliers, tu as du Bitcoin qui est un truc complètement nouveau. Et donc, elle joue un petit peu de ce flou-là pour, en fait, trouver des exemples sélectionnés en mode cherry picking, dire ce truc-là, c'est nul, donc les cryptos. Et hop, comme ça, j'en mets une petite couche sur Bitcoin pour dire que c'est bien nul. Donc ça, c'est un premier biais que je trouve un peu pas terrible. Et puis, de manière générale, elle continue sur son cherry picking, où en gros, elle explicite l'histoire autour des cypherpunks, autour de l'origine de Bitcoin. Et en fait, elle fait des liens entre les idées qui, moi, me semblent très faibles, en fait. C'est-à-dire que elle va dire, voilà, les cypherpunks, ils ont trouvé une connivence particulière dans les années 80 avec les libertariens américains. Les libertariens américains, il y en a quand même beaucoup qui sont républicains. Les républicains, il y en a quand même beaucoup qui sont pro-Trump et Steve Bannon. Steve Bannon a dit un truc positif sur Bitcoin. Voilà, je vous laisse faire la suite du raisonnement tout seul, mais ça pue quand même. Hein. Voilà. Alors qu'en fait, on pourrait très bien faire le raisonnement inverse que je lui dis tout le temps, c'est que les cypherpunks, leur manifeste, c'est-à-dire minimisation de la collecte de données, anonymat, etc.,
c'est littéralement le RGPD européen. Donc, est-ce que le RGPD européen, c'est nazi parce que je sais pas quoi? Enfin, en fait, c'est un raisonnement qui ne tient pas la route. C'est un raisonnement qui choisit ses arguments, qui en oublie certains autres et qui fait une enquête à charge contre les cryptos en général. Donc, moi, je m'étais exprimé sur l'interview de Blast, plusieurs raisons. Sur le contenu, on vient de le dire. Un autre élément, par exemple, de contenu qu'elle dit dans son émission et qui montre qu'elle est plus subtile, mais que malheureusement, ça reste toujours faux, c'est que Salomé Saké, donc la journaliste de Blast, demande à Anastasia c'est quoi le profil des gens qui ont de la crypto. Et elle dit voilà, c'est des gens qui viennent de un peu tous les milieux sociaux, etc. Mais par contre, il y a bien un truc qui les réunit tous, hein, c'est que ce sont des hommes. Alors, s'enchaîne évidemment le côté, voilà, c'est un truc de crypto bro, macho, etc. Alors, le problème, c'est que dans les faits, c'est vrai, il y a plus d'hommes qui ont de la crypto que les femmes. Sauf que quand on analyse un peu les chiffres, en fait, c'est très faux. C'est-à-dire que c'est l'actif financier après le cash où l'écart est le moins significatif. Donc, les femmes, en gros, après le cash, le deuxième actif qu'elles possèdent le plus, c'est les cryptos. Mais, comme c'est en dessous de 50%, il n'y a pas de problème, on peut dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre truc qui... Voilà, je peux pas dire que c'est faux, mais la façon dont c'est présenté vise à créer chez l'auditeur quelque chose qui n'est... C'est pas juste, en fait, de faire ça. C'est pas intellectuellement honnête de l'amener comme ça. Bon, il y aura d'autres exemples, mais je n'ai pas passé la journée dessus. Mais moi, ce sur quoi j'avais réagi, c'était un peu le côté méta de cette vidéo. C'est-à-dire que Salomé Saké a déjà fait une vidéo sur le sujet des cryptos. Elle où l'avait invité Nicolas Dufresne, qui est un économiste avec lequel je suis en désaccord, c'est le moins qu'on puisse dire, mais en tout cas qui est très marqué LFI, qui est haut fonctionnaire, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Une monnaie écologique. Alors, lui, sa monnaie écologique, qui dans son livre, sa thèse, c'est de dire il faudrait donner, en gros, je le fais en version très simple, mais plus ou moins les pleins pouvoirs à la BCE pour créer autant d'argent qu'elle veut, parce qu'on s'en fout de toute façon, la BCE ne peut pas faire faillite, mais c'est juste qu'il y aura un fonctionnaire quelque part qui dira que tel projet est vert et tel projet ne l'est pas. Donc, on vient de résoudre le problème du financement de la transition écologique, puisqu'on peut créer autant d'argent qu'on veut. C'est formidable, pourquoi personne n'y a pensé? Donc moi, je suis contre cette théorie, ne serait-ce que parce que le jour où tu donnes les clés du camion à quelqu'un pour faire ça, il y a une probabilité non négligeable pour faire soit ce qui se passe depuis 20 ans, c'est-à-dire non, le nucléaire c'est nul jusqu'au jour où tu n'as plus de gaz, soit en version plus probable, c'est qu'en fait, pourquoi elle s'arrêterait au vert? Elle va bien sûr commencer à créer de l'argent pour l'armée, pour la défense, pour l'école, pour l'hôpital, et puis évidemment, si elle ne le faisait pas, tout le monde lui tomberait dessus, parce que si tu peux créer de l'argent pour faire des éoliennes, pourquoi tu ne pourrais pas en créer pour sauver l'hôpital? Bon, donc, et à la fin, ça se termine en hyperinflation globalement. Donc, elle avait déjà interviewé cette personne-là, qui est un anti-crypto notoire, et beaucoup de gens lui avaient demandé en commentaire, ok, il a une vision très brutale des cryptos, est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui est plutôt pro-histoire d'équilibrer? Et elle fait une deuxième vidéo où elle invite une autre anti. Et elle se justifie en début de vidéo en disant, oui, mais en fait, il y a déjà assez de contenu sur YouTube quand vous tapez crypto. Puis là, elle met les vidéos des influenceurs, en gros, à Dubaï, bonjour, achetez mon nouveau scam, en disant, bon, voilà, à cause de ça, du coup, moi, je vais refaire une vidéo anti. Et donc, moi, j'avais réagi en disant, mais en fait, c'est pareil, c'est fallacieux. Faites le test, vous allez sur Le Monde, vous allez sur Le Figaro, vous allez sur Ouest France, vous allez sur Libération, vous allez sur n'importe quel média mainstream que vous voulez, vous tapez Bitcoin dans la barre de recherche, 95% des résultats seront négatifs. Bitcoin, c'est nul. Bitcoin tue les Salvadoriens, Bitcoin tue la faune et la flore, Bitcoin, c'est le terrorisme, Bitcoin, c'est la pédophilie, Bitcoin, c'est tout ce que vous voulez. Donc, c'est un argument qui est fallacieux et qui, à mon avis, est un symptôme de quelque chose qui me chagrine beaucoup pour faire un lien avec le sujet de l'écologie. C'est que Bitcoin est une solution qui est contre-intuitive au changement climatique et surtout qui est une solution qui préserve les libertés individuelles qu'on pourrait qualifier de libérale. Le problème, c'est que maintenant, c'est ancré dans le mouvement écologiste que, en gros, la liberté, c'est pas si bien que ça. Que finalement, on ne s'en sortira pas dans le capitalisme. Terme qui n'est jamais défini d'ailleurs, hein, parce que ça veut juste dire la propriété privée, hein, globalement. Et donc, du coup, apporter une solution qui dit, en fait, non, on peut réaligner les intérêts de chacun pour la sobriété, pour réduire la consommation, etc. Et ce faisant, on préserve les libertés individuelles. En fait, est quelque chose qui heurte la conception peut-être, j'allais dire, organisationnelle, autoritaire, même peut-être éventuellement, de la plupart des courants écologistes que je déplore, ce qui fait que, malheureusement, moi j'aimerais beaucoup que les courants écologistes s'approprient ce sujet qu'est la monnaie, qui me semble quand même crucial puisqu'il est au centre de nos vies de tous les jours, mais que malheureusement, il y a un côté pression sociale qui fait que c'est hermétique.
C'est non, je ne voudrais pas me retrouver à être d'accord avec Bitcoin. Donc, on va inviter tous les gens qu'on peut qui sont contre Bitcoin avec des argumentaires aussi fallacieux qu'il le faut. Mais c'est pas grave, on va juste les empiler jusqu'à ce qu'on soit tous dans notre propre bulle informationnelle et qu'on soit tous très confortables avec le fait d'être contre Bitcoin. Mais moi, je trouve que c'est pas très sain. Aujourd'hui, il y a déjà des projets sur, comme je le dis dans mon article, sur la récupération de méthane sur les plateformes pétrolières, les décharges, etc. Ça, c'est dans la version opérationnelle, mais il y a aussi la partie systémique sur la sobriété, évidemment, versus l'inflation. Mais tout ça est balayé d'un revers de main parce que ça viendrait heurter la conception peut-être trop étatiste. Et je dis ça alors que je ne suis pas spécialement libertarien, je suis plutôt gaulien. Donc, j'ai rien contre l'État. Mais par contre, voilà, trouver des gens qui sont en faveur, par exemple, d'un euro numérique à la chinoise, et je dis à la chinoise parce que c'est assumé par Christine Lagarde que son modèle, c'est la Chine, en fait, c'est inquiétant. Tout simplement. Carrément. Et toi, tu n'as pas une nouvelle de place pour justement intervenir dans une prochaine interview Certainement pas. Non. Ok. Et tu serais disposé à le faire? Oui, avec plaisir, mais globalement, je refuse pas grand-chose en termes de débat. Ouais. Mais effectivement, il y a beaucoup de fois où c'est plutôt l'opposition qui ne souhaite pas débattre. Je sais qu'il y avait eu un space Twitter même dans lequel Nastasia avait refusé de venir parce que précisément, il y allait avoir un débat et qu'elle voulait pas être en milieu hostile. Alors, ce qui est quand même très drôle parce que j'allais dire, nous les bitcoiners, quand on va sur un média, c'est extrêmement rare qu'on n'ait pas la contradiction en face de nous. Hein. C'est qu'on nous laisse tranquille 1 heure pour dérouler un argumentaire pour Bitcoin. Ça, je le vois une fois tous les 4 ans, quoi. Donc l'inverse ne semble pas vrai. Ce qui est tout à fait normal et logique pour des raisons bassement terrestres, c'est que à partir du moment où vous avez le discours dominant, ce n'est pas dans votre intérêt d'accepter un débat. Parce que le risk-reward est tout pourri. Le risque, c'est de perdre le discours dominant. Le reward, c'est quoi? Rien, vous avez déjà le discours dominant. Donc, ça sert à rien d'accepter un débat. Ouais, carrément. Pour aller d'un autre sujet aussi, j'ai vu que tu étais advisor de quelques projets blockchain français. Il y a notamment Swap Finance que j'ai interviewé Cyril il y a quelques épisodes. Il y a aussi Sorare Data. Je crois que d'ailleurs, c'est un ancien collègue de blockchain partenaire. Associé même, c'est Maxime. Ouais. Yes, il a créé. Comment tu accompagnes ces projets? Tu les accompagnes au quotidien? Justement, je trouve ça intéressant de comprendre à quoi correspond un peu cette fonction d'advisor. Alors, je ne suis pas advisor, je suis business advisor. C'est bien donc, je les accompagne en étant au capital. Yes. Après, je ne mets pas des tickets exceptionnellement grands. Donc, effectivement, moi, c'est une façon de soutenir des projets que j'aime bien. J'essaie de le faire dans des projets français, autant que faire se peut. Et après, l'accompagnement, il est très ponctuel. C'est-à-dire que ce serait difficile de répondre à tes questions dans la mesure où jusqu'à juin, en fait, j'étais pris par un autre boulot à côté. Donc dire je vais faire de l'accompagnement du quotidien, ça me semblait un peu compliqué comme promesse. Là, je suis un peu plus libre, donc éventuellement, je vais revoir avec eux ce dont ils ont besoin. Mais globalement, moi, ce que je leur apporte un petit côté image, comme je suis globalement réputé pour être quelqu'un qui trie globalement les projets et qui ne met pas d'argent dans tout ni ne sélectionne tout. En règle générale, quand j'ai mon nom qui apparaît quelque part, beaucoup de gens se disent, et ce n'est pas ce qu'il faut vous dire, mais cependant, beaucoup de gens se disent, c'est que la due diligence a été faite et donc tout va bien. Et en tout cas, ça offre ce côté crédibilité, image. Et moi, je peux aider sur la partie aussi, évidemment, j'ai déjà fait une boîte, ça fait longtemps que je suis dans le milieu. S'il y a des problématiques liées à la gestion d'une boîte, s'il y a des problématiques liées à la communication, aux journalistes, à la pédagogie, etc. Donc oui, ça m'arrive. Typiquement, un swap ou un Sorare Data, ça va être des retours sur les communiqués de presse, par exemple. C'est voilà, on a écrit ça, est-ce que ça va? Comment on s'y prend pour la communication? Attendez, si vous faites ça à tel jour, vous allez être en conflit avec tel truc, donc plutôt le décaler à un autre jour. Donc ça va être des trucs d'entrepreneurs pratico-pratiques, mais je reste assez humble là-dessus parce que moi, j'ai monté une boîte de conseil, donc ça n'a strictement rien à voir avec une boîte produit. Il y a beaucoup de mes retours qui sont certes pertinents, mais il y en a beaucoup d'autres où moi, je n'ai pas lancé de produit scalable. Donc, je suis pas plus expert que. Ok, très clair. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que tu veux donner un petit mot de la fin? Tout à l'heure, juste pour revenir 2-3 minutes là-dessus, mais je t'ai parlé de l'interview que tu as donnée dans le journal du Coin que je trouvais vraiment hyper intéressant sur la finitude des ressources et le parallélisme avec Bitcoin. Toi, aujourd'hui, c'est quoi un peu comment tu vois l'avenir monétaire? C'est quoi un peu ta vision dur de synthétiser ça en deux mots, c'est vrai. On va repartir sur 2 heures. Mais pour revenir sur ce sujet que je trouvais hyper intéressant,
comment toi tu positionnes Bitcoin comme alternative monétaire? Parce qu'il y a deux sujets, parce que si on parle de la partie sobriété, etc., la partie guerre des monnaies est un sujet qui est plus géopolitique Mhm. que d'environnement. Je veux décevoir personne, malheureusement, mais quand la Chine ou l'Inde se demandent est-ce qu'on ferait une concurrence au dollar, l'environnement, à mon avis, est le cadet de leurs soucis dans ce cadre-là. Donc, c'est deux sujets un petit peu distincts. Sur le premier sujet, moi, l'argument que je fais, en version synthétique, c'est que Bitcoin est effectivement une solution contre-intuitive au changement climatique parce que d'un point de vue systémique d'abord, c'est une monnaie qui favorise la sobriété, à l'inverse des monnaies fiduciaires traditionnelles dont la cible est l'inflation, et c'est assumé, hein, encore une fois, c'est pas particulièrement complotiste de dire ça, mais le but de l'inflation et de la cible d'inflation, c'est de faire en sorte que l'argent vous brûle les mains, parce que quand il vous brûle les mains, vous consommez, donc vous participez au PIB. Donc vraiment, l'horreur, la hantise d'une économie avec une monnaie fiat, ce serait que les gens thésaurisent, ce serait que les gens gardent leur argent et soient sobres. Parce que quand vous gardez votre argent, il n'est pas productif. Donc vous ne contribuez pas au PIB, donc vous êtes nul. Et donc l'argument que je faisais dans ma tribune dans Le Monde, c'était de dire le sobre est le mouton noir de l'économie moderne. C'est que si vous êtes sobre, vous êtes con. Alors, non seulement individuellement, parce que du coup, vous perdez 7% par an en ce moment, mais en plus du point de vue de la machine économique, parce que tout le monde va vous dire, mais attendez, vous ne faites pas travailler votre capital, ça ne sert à rien, qu'est-ce qu'il fait? Donc si vous ne le faites pas travailler, bah, au moins consommez. Et comment on va vous forcer à ça? Bah, en vous faisant brûler l'argent des mains, c'est-à-dire si vous ne le dépensez pas, vous perdez de l'argent. Donc ça, c'est un système où je pense que c'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que moi, je m'interroge beaucoup du fait que la finance est très interrogée, très questionnée sur son impact environnemental. On va parler de normes RSE, on va parler de taxonomie, on va parler de direction des investissements, d'origine des flux, etc., etc. Mais l'élément central, à savoir la monnaie, ce qui est à la fois le thermomètre et l'étalon de mesure, j'allais dire le sang de l'économie, lui n'est jamais questionné. Jamais, ever. Personne n'en parle. Et donc ça me semble un peu contre-intuitif dans la mesure où un élément si central que ça, qui crée des incitations pour tous les agents économiques à tout moment de la journée, partout dans le monde, à consommer, ça me semble compliqué de dire d'un côté, ce serait super bien de faire la sobriété, mais quand la pente est inclinée à 45 degrés, pour qu'on n'en fasse pas. Donc c'est pour ça que je fais l'argument en disant que la sobriété à titre individuel est possible au prix de sacrifices. Ça veut dire plus prendre l'avion, ça veut dire consommer moins, etc. Mais au niveau systémique, elle n'est pas possible dans le système monétaire actuel. Donc l'argument que je fais, c'est de dire, bon, bah, maintenant qu'on a dit ça, il faudrait revenir à une monnaie finie. Je dis aussi qu'une monnaie infinie pour un monde fini, c'est vraiment le seul truc conceptuellement qu'on est encore prêt à accepter alors qu'on a accepté la finitude des ressources. Donc la monnaie finie me semble un peu plus cohérente. Et dans la monnaie finie, la pensée immédiate de la plupart des gens, ce sera plutôt l'or. De revenir à un étalon or comme on a eu dans le passé. Le problème de l'or, c'est qu'il est très peu adapté au monde numérique. Donc en fait, on va se retrouver à refaire confiance à un intermédiaire pour pouvoir faire des paiements d'or papier, en fait, en réalité. Et donc, bah, on retourne sur le problème initial de la confiance avec quelqu'un qui peut créer plus d'or papier que d'or. Donc ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est que écologiquement parlant, l'or est absolument un désastre. Ça consiste à balancer du cyanure et du mercure dans l'environnement un peu partout. Et on a eu le sujet en France avec le projet Montagne d'Or en Guyane. Et on a eu le sujet en France aussi, puisque ce que je rappelle dans mon article, le site le plus pollué de France métropolitaine à l'heure actuelle est une ancienne mine d'or. Donc on est vraiment, l'or c'est un truc qui environnementalement est absolument dégueulasse. Donc une fois qu'on a éliminé l'or, bah, en fait il reste, et c'est là la proposition que je fais, c'est de dire bah, en fait Bitcoin c'est pas si nul que ça coche toutes les cases en termes de finitude, d'incitation monétaire, etc. Et en plus c'est adapté au numérique, à la mondialisation, etc. etc. Donc ça c'est une façon de systémiquement revoir le modèle pour que la sobriété devienne quelque chose qui soit permise par le système monétaire et qui ne soit plus puni comme ça l'est à l'heure actuelle. Ensuite, je déroule un autre argumentaire que je vais pas, parce que là, on va dépasser le temps, mais en gros, pour dire, maintenant qu'on a fait le point de vue systémique, d'un point de vue opérationnel, c'est aussi une formidable nouvelle parce que Bitcoin consomme de l'énergie, ce qui fait que, déjà, c'est la seule monnaie qui est liée à l'énergie. Le reste est lié à rien du tout. On appuie sur un bouton et on le crée. Et en fait, comme c'est un truc qui est un charognard d'énergie, c'est-à-dire qu'on peut faire du minage de Bitcoin un peu partout, en fait, il se dirige presque mécaniquement et naturellement vers l'énergie dont personne ne veut. Et elle se découpe en deux parties, cette énergie dont personne ne veut. La première, c'est les renouvelables, qui ont des périodes de surplus qui sont très fortes et qui sont appelées à augmenter au fur et à mesure qu'on augmente la transition écologique, tout simplement, et qu'on augmente la proportion de renouvelables dans le mix. Et donc, toutes ces périodes de surplus énergétique, en fait, le renouvelable est déficitaire, il perd de l'argent. Or, s'il perd de l'argent, il n'est pas rentable, donc ça freine la transition. Et donc là, on a un instrument pour dire, en fait, on peut rendre rentables les énergies renouvelables sur les périodes où personne ne veut
consommer. Donc ça, c'est sur la partie stabilisation du réseau et des grids. Et l'autre partie, c'est tout ce qui est déchets, déchetterie, flaring de gaz dans les plateformes pétrolières, etc. Où en règle générale, on va balancer du méthane dans l'atmosphère parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Or, le méthane est 20 à 80 fois pire pour l'environnement que le CO2. Et donc là, on a une solution aussi pour aller directement sur site, récupérer ce méthane, le transformer en CO2, donc diminuer son empreinte carbone par 20 ou 80, et le faire à l'échelle, et surtout le faire sans qu'il y ait besoin de s'organiser pendant 25 ans autour d'une COP numéro 355, après laquelle il ne se passera rien du tout. Là, ce qui est formidable avec Bitcoin, c'est que comme c'est une solution avec beaucoup de guillemets libérale, en fait, ça devient un revenu d'être écolo. Celui qui n'est pas écolo est moins rentable que son concurrent. Donc en fait, les forces de marché s'appliquent et elles sont beaucoup plus puissantes que de devoir se mettre d'accord, comme je le disais, en sortie de COP avec 45 autres pays. Donc ça, c'est sur la partie environnement. Sur la partie monnaie, en fait, effectivement, on est à la fin d'un cycle, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si cette fin de cycle va durer 10, 20 ou 5 mois. C'est pas, aujourd'hui, c'est très difficile de le dire, mais la situation dans laquelle on est aujourd'hui n'est clairement plus tenable. C'est une situation qui n'a globalement que des perdants, y compris la planète, mais qui fait que le dollar est hégémonique au niveau mondial, et ce, malgré le fait qu'il n'est basé sur rien. Il n'y a pas de choses derrière le dollar, il n'y a pas d'or, il n'y a rien. À maxima, on pourrait considérer qu'il y a le pétrole saoudien derrière le dollar, puisqu'il y a un accord effectivement là-dessus, mais même ça commence à être mis en cause, puisque l'Arabie saoudite rentre dans les BRICS, commence à vendre son pétrole en yuan, etc. etc. Donc là, l'avenir monétaire, il a été... disons que cette hégémonie du dollar, elle a eu un autre clou dans son cercueil qui a été rajouté au début de la guerre en Ukraine, puisque les États-Unis ont saisi les avoirs de la Banque centrale russe. Et donc beaucoup de pays se sont dit, mais attendez, on peut faire ça quoi? Et donc en fait ça a donné le coup d'envoi à une redynamisation des discussions pour trouver une alternative au dollar. Le problème, c'est que les alternatives au dollar, il n'y en a pas 36 000. Et en réalité, elles sont toutes faibles. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon écoutez, la fin du dollar, moi ça fait 30 ans que je l'entends, et en fait le dollar est toujours aussi fort, donc circuler, il n'y a rien à voir. Je ne dirais pas que c'est mon avis, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un autre ovni qui apparaît, qui s'appelle Bitcoin, qui me semble être une solution très élégante et qui en plus satisferait globalement tout le monde. Je dis tout le monde, y compris les Américains, hein, parce que le corollaire d'avoir une monnaie hégémonique au niveau mondial, c'est que l'Américain de classe moyenne a perdu son emploi. C'est ça que ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, la balance commerciale américaine, elle est monstrueusement déficitaire, et elle est déficitaire parce que ça ne coûte rien d'acheter à l'étranger, il suffit d'imprimer de l'argent. Donc je ferme la parenthèse, mais donc là dans ce contexte-là, en fait, sans avoir de boule de cristal, on voit déjà que les BRICS s'organisent pour essayer de proposer une alternative. Moi j'ai beaucoup de doutes sur la capacité d'une telle opération à aboutir sur du concret. Je dis pas que ça va pas se passer, mais il y a plusieurs solutions. C'est soit ils élisent la monnaie d'un des membres comme étant la monnaie de référence, mais ça me semble compliqué. Je vois pas l'Inde accepter le yuan ou la Chine accepter le roupie. Donc ça va me sembler compliqué. Soit ils trouvent un actif intermédiaire type or qui leur permette de s'affranchir de ça. Mais là, on va se retrouver sur le problème que je disais avant, c'est-à-dire que c'est très peu adapté au numérique et à la mondialisation. Soit ils trouvent des moyens un peu plus élégants de faire du commerce multilatéral qui leur permettent en fait, de netter leur balance commerciale. Donc ça va être la Russie achète des trucs à l'Inde ou vend des trucs à l'Inde et récupère des roupies. La Russie, elle n'a pas envie d'avoir un stock de roupies dont elle ne sait pas quoi faire. Donc elle se met d'accord avec les États du Golfe pour pouvoir acheter des trucs en roupies. Et les États du Golfe, en fait, se retrouvent avec des roupies avec lesquelles ils vont acheter des trucs aux Indiens. Hop, on est content. Il n'y a plus personne qui se retrouve avec des balances commerciales, avec des monnaies dont il n'a pas envie. Mais le problème, c'est que ça exige quand même une coopération géopolitique entre pays qui ne partagent pas spécialement les mêmes ambitions partout, à tout moment, qui soient très fortes. Donc pareil, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais ça va être difficile à mettre en place en un court laps de temps. Donc ça, Bitcoin pour moi est une très bonne alternative. J'argue aussi du fait que c'est une bonne alternative, y compris pour un pays comme la France, parce que c'est une monnaie qui préserve notre souveraineté. Je rappelle par exemple qu'il y a certains pays qui ont des embargos, par exemple avec les États-Unis, avec lesquels on ne fait pas de commerce alors qu'on n'a aucun embargo avec eux, pour deux raisons. La première, c'est que le dollar est la monnaie américaine et que c'est aussi la monnaie du commerce international. Donc si on commerce avec ce pays en dollars, on est soumis au droit américain et donc on ne peut pas le faire. Et la deuxième raison, c'est que la France plus particulièrement, eh bien, comme je le disais en introduction de cet entretien, eh bien, il y a un oligopole bancaire. Et donc, en fait, même si on agréait de se payer en autre chose que des dollars,
il faudrait trouver une banque qui n'est pas exposée au marché américain. Ça n'existe pas en France. Ou alors très peu. Ce sont des toutes petites banques qui doivent accepter de s'exposer à des pays un peu moins, on va dire, réputés que les États-Unis. Et donc, on ne trouvera pas ça en France. Ce qui fait qu'il y a certains de ces pays qui peuvent avoir 4 ou 5 milliards de commerce avec l'Allemagne ou le Royaume-Uni et presque zéro avec la France parce qu'on est prisonnier de cette double contrainte qui fait qu'on ne peut pas, en tant que pays souverain, choisir avec qui on commerce, ce qui est vraiment emmerdant. Donc, dans ce cadre-là, payer en Bitcoin, ça permet de netter sans qu'il y ait de contrepartie et sans qu'on se retrouve à avoir la monnaie d'un pays différent et dont on ne sait pas quoi faire. Donc, pour moi, ça me semble une très bonne opportunité pour tout le monde, mais ça exigerait que certains pays acceptent l'idée que il faut se tirer une balle dans le pied pour ne pas prendre une balle dans la tête. Parce qu'évidemment, quand on est un pays souverain et qu'on dit que le Bitcoin est sa monnaie nationale ou la monnaie du commerce international, ce qu'on fait en disant ça, c'est qu'on dévalue, ou en tout cas, on crée une fuite de sa monnaie nationale. Donc, c'est un jeu d'équilibre que le Salvador a pu se faire parce qu'ils sont tout petits et parce qu'ils n'ont pas de monnaie nationale, surtout. Voilà, mais entendre l'Inde dire ça, à mon avis, ce ne sera pas demain a priori, même si, il peut y avoir, et je terminerai là-dessus, je pense que le plus gros déterminant de cet avenir monétaire reste une potentielle crise systémique. C'est-à-dire que si on arrive à faire durer la crise actuelle en rajoutant toujours plus de trillions de dettes, comme les Américains savent bien le faire, partout pour vraiment éteindre les feux dès qu'ils existent au prix de ce sera le cataclysme demain, potentiellement, en fait, on peut faire traîner cette situation de merde pendant 5-10 ans. Et donc, tant qu'on n'aura pas pris le mur, en fait, cette situation traînant va faire en sorte qu'il n'y aura pas vraiment d'incentive à changer ce système de manière brutale. À l'inverse, si demain on se prend une méga crise très importante et que le système monétaire est remis en question, que la crédibilité des États-Unis est remise en question, etc., il y aura forcément une recherche d'actifs alternatifs. Et donc là-dessus, le Bitcoin peut éventuellement, je ne dis pas qu'il va s'imposer en 2 ans, mais il peut tirer son épingle du jeu ou en tout cas acquérir une forme de crédibilité en tant qu'actif rare et qui ne soit pas la dette de quelqu'un d'autre. Ouais, tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et au-delà de toutes les qualités de Bitcoin, enfin, les avantages, ce que je retiens aussi là, c'est la neutralité pour s'imposer comme une monnaie, Oui. on va dire, impartiale auprès de tous les. Je pense que c'est quelque chose qui va être très demandé dans les prochaines années. Et ça, c'est sans mentionner, je référence comme ça, les gens pourront regarder, mais tous les travaux de Alex Gladstein, qui est le directeur de la stratégie de la Human Rights Foundation, je crois. Human Rights Foundation, je crois, et qui a fait tous ces travaux pour montrer comment le système monétaire international est aussi quelque chose qui est prédateur pour les pays en développement. Puisque comme le dollar est l'étalon monétaire international, il prend l'exemple par exemple du Bangladesh ou de l'Indonésie ou encore d'autres endroits. En fait, à partir du moment où le FMI ou la Banque mondiale arrivent et font des prêts pour le développement, ce prêt, il faut le rembourser, mais il faut le rembourser en dollars. Or, ce pays n'a pas la baguette magique que les États-Unis ont, à savoir d'appuyer sur un bouton pour créer des dollars. Donc, comment ils peuvent acquérir des dollars? En exportant. Donc en fait, ça tourne les pays de manière artificielle vers l'exportation, parce que sinon ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Et ce faisant, ils arrêtent de produire pour leur consommation locale. Donc en fait, on peut très bien avoir des pays qui se retrouvent à faire des cash crops de trucs que les Occidentaux veulent manger. Je prends l'exemple du Bangladesh où la moitié du pays a été inondé d'eau de mer pour faire des crevettes partout, alors que bon, c'est surtout pour les Occidentaux. Mais pourquoi? Parce que il faut vendre à l'export, gagner du dollar et pour pouvoir rembourser ses dettes. Évidemment, dans la quasi-totalité de ces pays, il y a de la corruption et de l'argent qui ne va pas à destination. Et donc, en fait, ces pays ne sont jamais en capacité de rembourser leurs dettes. S'enclenche une spirale qui fait que ces pays sont littéralement prisonniers du dollar et ne peuvent plus en sortir. Donc, une version très courte, mais je vous redirige vers les travaux de ce Alex Gladstein qui sont intéressants là-dessus. Yes, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexandre. C'était hyper intéressant. Et écoute, bon courage, bonne continuation pour la suite. Et au plaisir de refaire un épisode peut-être avec Blast, du coup. Peut-être. Mais moi, je suis très ouvert. Hein. Je refuse pas grand-chose. Donc, je ferai ce qu'il faut pour pouvoir débattre avec qui le souhaite. Magnifique. Top. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut.